Alors, on va essayer de câbler l'alternateur triphasé. Donc pour passer là du moteur synchrone à l'alternateur triphasé, bon déjà je vais laisser tomber le rotor dans un premier temps. La première chose que je vais faire, c'est que tous les fils qui allaient vers les phases et le neutre là derrière, qui viennent alimenter les 3 bobines en triphasé, je les débranche et je les envoie dans l'oscilloscope. Alors le neutre, je le mets ici. Voilà, et le neutre ensuite, il est distribué sur les 3 bornes noires, parce que c'est tout relié en interne dans l'oscilloscope, qui n'a pas des voies isolées. Ensuite, la phase, voilà, la bobine du haut, je la relie à la voie 1, et puis ensuite l'autre à la voie 2 et à la voie 3. Voilà, comme ça. Ok, donc là, je mesure 0 en fait sur les 3 bobines, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aimant qui tourne, il n'y a pas de champ magnétique variable à proximité des bobines. Alors on avait dit une première façon d'en faire, peut-être du champ magnétique variable, c'est peut-être de mettre cet aimant là. Et vous voyez, quand je le fais bouger, ça crée des tensions. Alors on va mettre en balayage lent, comme ça, vous allez voir. Vous voyez que ça crée des tensions. Alors si je balaye un peu plus vite, voilà, je fais tourner l'aimant. Si j'ai 3 tensions triphasées. Alors triphasé, on va voir ce que ça veut dire. On va le faire tourner lui, allez, pas de problème. Donc pour le faire tourner régulièrement, je vais brancher le moteur d'entraînement. C'est la meilleure option que j'ai pour faire ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien ce qui se passe à l'écran, mais c'est pas grave. Là, je vous montre ce qui passe. Voilà, je fais tourner. Voilà, c'est pas très stable. Couple HCC, je vais mettre au VHF. Voilà. Alors, on va peut-être zoomer sur l'oscilloscope, parce que là, vous voyez peut-être pas bien ce qu'il y a sur l'oscilloscope. Vous n'avez peut-être même pas vu tout à l'heure quand je faisais tourner ce qu'il y avait. L'oscilloscope a des reflets, c'est pas terrible. On va zoomer dessus, si on peut. On est loin, non. Ce que je vais faire, je vais m'approcher. C'est plus simple. Voilà. Voilà, donc sous l'effet de la rotation du rotor, voilà, et bien ça crée ces 3 tensions. Alors dans un alternateur normal, ces 3 tensions seraient 3 sinusoïdes. Voilà, bon là c'est des sinusoïdes à 2 bosses, c'est plutôt, voilà, au lieu d'avoir des bosses en dromadaire, c'est des bosses en chameau. Mais c'est comme ça, et ces sinusoïdes, elles sont décalées dans le temps. C'est-à-dire que ça c'est une période complète. Et bien la bleue, la rose par rapport à la bleue, elle est décalée d'un tiers de période. Donc un tiers de période, on a déjà vu, ça c'est 120 degrés. Voilà, il y a 120 degrés de décalage, de déphasage plutôt, entre les sinusoïdes, comme ça. Voilà, et donc ça, voilà. Et tout à l'heure, quand je tournais la main, je ne sais pas si vous aviez bien vu, donc je vais vous le refaire. Donc là, le rotor, je le défais de la courroie, et quand je tourne à la main, vous voyez, on ne voit pas les sinusoïdes. Alors j'avais mis un peu plus sensible. Voilà. Voilà, et puis on balayait plus lent, puisque ça tourne plus lentement, voilà. Bon, on voit qu'il n'y a rien, puis quand je fais tourner, voilà, il y a les sinusoïdes à 2 bosses, je dirais, qui se créent et qui sont très entremêlés, puisqu'on balaye tout lentement, là, voilà, on les voit un peu mieux. Voilà, donc là c'est juste en tournant la main. Voilà. Ok. Donc je pense que c'est clair et net. Alors on peut faire exactement la même chose maintenant, en mettant non pas l'aimant, donc là on va se remettre là. Et voilà le petit changement que je vais faire. Donc ici, au lieu de mettre l'aimant, eh bien je vais mettre l'électroaimant. Et je vais obtenir un alternateur à excitation séparée. Voilà, comme ça. Et donc, pour que ça marche, il va falloir que j'alimente mon électroaimant qui est rotor. Donc je mets le porte-balai ici. Et attention, les balais, je ne vais pas les mettre là et là, parce que là, vous vous souvenez, ça inverse les polarités tous les demi-tours. Cette fois, je ne veux pas du tout inverser les polarités. Je veux vraiment maintenir un courant toujours dans le même sens, qui circule toujours dans le même sens dans les bobines ici qui sont au rotor. Donc on met ça. Il est où mon autre balai? Voilà, le deuxième est là. Je le branche. Et je vais raccorder tout ça. Ah, attendez, ce que je vais faire avant, parce que avant toute chose, on va mettre la courroie, parce que évidemment à la fin on voudra faire tourner tout ça. Donc je la mets tout de suite, ça sera fait. Puisque le principe de l'alternateur, en fait, c'est de produire ça produit des sinusoïdes triphasés, ou de la tension triphasée, et d'énergie électrique quand on fait tourner l'alternateur.
comme ça. Voilà, je verrouille à peu près. Ensuite, celui-là, ben, je le branche là et je le mets dans la lime. Je sais pas si vous voyez la lime. Est-ce qu'elle est visible, la lime là? Non. Elle est là-haut, voilà. Elle est là sur le côté. Là. Voilà. Donc je suis en train de brancher dans la lime. Il me faut un fil rouge. Est-ce que j'en ai encore un de fil rouge là? J'en ai plus trop. Celui-là, est-ce qu'il va convenir? Ouais, celui-là va convenir, très bien. Donc je mets celui-là. Voilà. La lime me dit tout de suite combien il y a d'ampères qui passent. Je sais pas si vous voyez là. On va zoomer. Oh, j'ai approché, c'est plus simple. Voilà. Donc la lime elle est là. Donc je vais régler. On va mettre un peu de tension. Voilà, on va pas mettre trop d'ampères. On va mettre 2 ampères, ça suffit. Voilà. Et ces 2 ampères, ils vont où? Eh ben ils partent là, et ils vont sur les 2 balais. Voilà, qui sont là, ça va au balai. Et les 2 balais, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils alimentent ici. Voilà, ils sont là, ils alimentent par ces 2 bagues là cet électroaimant, donc qui est actuellement parcouru par 2 ampères. Et du coup, quand je vais le faire tourner, cet électroaimant, donc je vais le lancer comme ça à la main déjà. On voit déjà, je vois sur l'oscilloscope ce que ça fait. Et là, bon, là, je peux le faire tourner à la main. Hein. Voilà. J'ai pas bien accès, la couramment me gêne un peu. On va la détendre. Voilà, je peux le faire tourner comme ça. Vous allez voir, chaque fois que je fais tourner sur l'oscilloscope, qu'est-ce que ça met en réaction? Voilà, je fais tourner, bah, vous voyez, ça induit des tensions dans les bobines qui sont autour. Alors, on va faire tourner ça. Donc cette fois, je vais remettre la courroie. Allez, je vous monte un peu éloigné, la vue éloignée. Je mets en route mon moteur, je tends la courroie et je l'entraîne en rotation. On va viser une vitesse de rotation de 600 tours minute, c'est-à-dire 10 tours par seconde. Voilà. À peu près, un peu plus, voilà. Voilà, très bien, 600, 620, 600. Et là, je vais retourner sur l'oscilloscope pour voir ce que sont devenues les tensions sur l'oscilloscope. Voilà. Alors, les tensions d'oscilloscope, là, elles sont toutes resserrées, évidemment. Mais il faut que je règle un peu mieux l'oscilloscope. Est-ce que je peux dézoomer? Je vais faire les réglages, donc je vais accélérer la vitesse de balayage de l'oscilloscope. Là, je tourne un bouton. Voilà. Elle sort de l'écran. Donc je les mets comme ça et comme ça. Et voilà. La violette aussi, je vais la régler. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'elles ont ces tensions-là? Elles ont aussi les 2 bosses. Voilà. Elles sont aussi déphasées de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Et première chose à remarquer ici, en bas de l'écran, allez, je vais vous zoomer l'écran là, on va faire un gros zoom, je sais bien lire. Bah, déjà, vous voyez la mesure de la fréquence 10 Hz. Bah, 10 Hz, ça veut dire 10 périodes par seconde, et ça correspond pile poil aux 10 tours par seconde que j'ai réglé. Voilà. Alors, ensuite, on demande de mesurer le déphasage. On a dit 120 degrés, la valeur crête à crête. Et la valeur crête à crête, ça fait moins 3 plus 3 carreaux. Et il y a 1 volt par carreau, ça fait du 6 volts crête à crête actuellement. Voilà, on tourne à 600 tours minute. La question, la fréquence et le déphasage et la valeur crête à crête de ces FEM, de ces tensions, FEM c'est-à-dire force électromotrice ou tension, change-t-il si à vitesse de rotation constante on divise par 2 le courant d'excitation? Donc le courant d'excitation est actuellement de 2 ampères. Je vais agir sur la lime qui est là. Vous voyez, que vous allez voir. Voilà. Et je vais changer le courant d'excitation, je vais le passer à 1 ampère. Voilà, 1 ampère. Maintenant qu'il y a 1 ampère, j'ai un petit problème, c'est que en fait le moteur a, vous allez voir là, il a hyper accéléré, donc je vais retoucher le réglage de la vitesse là. Voilà. Donc je touche ce bouton et l'objectif c'est de remettre mes 600 tours minute. Pour bien travailler à vitesse constante, alors il faut que je le mette un petit peu plus, voilà, comme tout à l'heure. Voilà, très bien. Voilà, j'ai 600 tours minute, donc là, bon, ça tourne, voilà, pas trop vite. Et là, regardez un peu ce qui est devenu la tension crête à crête. Alors, au lieu de faire plus 3 carreaux, là, elle fait plus 1 carreau et demi, moins 1 carreau et demi. Donc, en fait, la tension crête à crête, et bien maintenant, elle fait 3 volts. L'écart entre là et là, c'est 3 volts. Donc, elle a été divisée par 2.
Alors pourquoi il est divisé par 2? En fait, comme je mets moins de courant dans l'électroaimant qui tourne là, eh bien cet électroaimant est 2 fois moins fort, et donc il induit 2 fois moins de tension. Par contre, la fréquence, que je vais devoir retoucher le réglage, qui est un peu baissé, la fréquence des sinusoïdes, c'est toujours 10 périodes, ou 10 Hz, ou 10 périodes par seconde, puisque le moteur tourne toujours à 10 tours par seconde. Voilà, donc la fréquence, elle change pas, le déphasage, c'est toujours pareil aussi 120 degrés. Donc la réponse, c'est que voilà, que en fait, c'est seule la valeur crête à crête qui change, et elle a été divisée par 2. Même question maintenant, mais s'il y a courant d'excitation constant, on divise par 2 la vitesse de rotation. Ah. Alors moi j'ai plutôt envie de la multiplier par 2. On va le faire à l'inverse, on va multiplier par 2. Parce que là ça tourne déjà assez lentement. Ce que je vais faire, je vais maintenir 1 ampère dans le courant d'excitation. Et avec le moteur là, alors je vais vous montrer de loin, que vous voyez tout. Est-ce que vous voyez tout là? Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je maintiens 1 ampère dans l'enroulement et je vais monter tranquillement. Au lieu de faire 600 tours minute, je vais monter à 1200 tours minute. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça a changé. Ce que je vais faire, donc la ligne, oui, voilà, il y a toujours 1 ampère. Donc on va se retourner près de l'oscillo là. Et cette fois, on va regarder ce que ça a changé. Donc là, j'ai doublé la vitesse de rotation. Je suis toujours à 1 ampère hein, dans les bobines rotor, dans l'excitation. Et cette fois, j'ai retrouvé le 6 volts crête à crête. Donc ça veut dire que le fait de multiplier par 2 la vitesse de rotation, ça a multiplié par 2 la valeur crête à crête. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate d'autre aussi? Les sinusoïdes se sont resserrés. Et d'ailleurs maintenant il y a 20 Hz, c'est-à-dire 20 périodes par seconde et non plus seulement 10 comme avant, c'est normal. Le rotor tourne à 20 tours par seconde. Et la chose qui n'a pas changé, c'est le déphasage. Lui, il est toujours égal à une période divisée par 3. Voilà. En durée, c'est plus court, hein, puisque les oscillations vont plus vite, mais si on le fait par rapport à la période d'une sinusoïde, c'est un tiers de période ou un déphasage de 120 degrés. Voilà. Alors ces alternateurs, c'est comme ça qu'on fabrique l'électricité sur Terre. Hein. Dans les centrales, je vais couper pour enlever le bruit, dans les centrales électriques, qu'elles soient hydroélectriques, éoliennes, thermiques, nucléaires, etc., en bout de centrale, vous avez un alternateur qui vous produit des sinusoïdes triphasés, en fait, qui sont injectés sur le réseau. Voilà, et aussi dans une voiture, vous savez tous, dans une voiture, il y a un alternateur. L'alternateur de la voiture, il est fait de manière un peu plus compacte que ça, mais en fait, à l'intérieur, on retrouve tout ça. C'est-à-dire, il y a des balais, il y a un rotor bobiné qui tourne quand on démonte l'alternateur, et autour de ce rotor bobiné, il y a des bobinages comme ça, voilà, triphasé. Donc en fait, un alternateur de voiture, ça produit du triphasé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que comme le but c'est de recharger la batterie et de fournir une tension continue pour alimenter tous les organes de la batterie, et bien dans l'alternateur, il y a un pont de diode, c'est-à-dire quelque chose qui transforme le triphasé en courant continu. Voilà ce qu'on peut dire sur les alternateurs. Alors maintenant, on va passer au moteur synchrone monophasé. Alors je vais vous montrer comment on obtient le moteur synchrone monophasé. Pas synchrone, asynchrone, monophasé. Ça existe aussi industriellement, peut-être pas trop, mais donc on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Voilà. Pas besoin de porte-balai. De toute façon, on va remettre le rotor du moteur asynchrone de tout à l'heure. Donc pourquoi ça existe ces moteurs asynchrones monophasés? Des fois, dans les installations électriques, par exemple dans les maisons, vous n'avez pas de réseau triphasé, vous avez que du réseau monophasé. Et ensuite, avec ça, on fabrique des rotors asynchrones monophasés. Alors comment c'est fait un rotor asynchrone monophasé? Au lieu d'avoir simplement, d'avoir les trois bobines en triphasé, on peut n'en mettre qu'une seule. Je ne sais pas s'il tournera avec une seule. On va faire comme au début. En fait, on va mettre, en général, on met 2 bobinages. Mais au lieu d'en avoir 3, on n'en met que 2. Et au lieu qu'ils soient donc à 120 degrés, les 3, ils vont être l'un en face de l'autre, en polarité inverse, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est pôle sud, l'autre sera pôle nord, et réciproquement. Donc là, je démonte tout. Voilà, celui-là, je vais pas on va éviter de le faire tomber, parce que celui-là, je vais le mettre en face. Donc on remet un peu la configuration qu'on avait avec la machine à courant continu.
Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va alimenter, donc on va supposer qu'on n'a pas de réseau triphasé, mais on n'a que du monophasé. Et donc on va alimenter tout ça, et bien juste avec une phase du réseau triphasé. Parce qu'en fait, le réseau monophasé que vous avez dans les maisons, et bien c'est une phase du réseau triphasé. Alors on débranche tout, comme ça on repart, on fait le câblage de 0. Donc je reprends le câblage, en fait, je vais partir d'en bas, bah là, ouais, vous avez du mal à voir. Je sais pas, ouais, il va falloir que je bouge l'appareil photo, je vous montrerai après. Donc ce que je fais, je vais garder peut-être l'ampèremètre, oui je vais en avoir besoin, mais c'est pas grave, je vais rentrer après, on va faire dans un deuxième temps. Donc en fait, je prends la phase là, voilà, et donc je sais pas si vous voyez, là je me suis branché sur une phase, au fond, et je vais ici sur la bande blanche, et puis ensuite je sors de ma phase, et je vais, donc je sors de la bobine, pardon, par la bande noire, et le courant qui sort de la bande noire, je le réinjecte, mais en inverse, c'est-à-dire je le réinjecte par la bande noire, dans la bobine du bas, et je ressors de la bobine du bas, pour aller vers le neutre de ma source triphasée, que j'utilise comme une source monophasée. Voilà, je vais vous montrer le câblage. Voilà, j'espère que vous allez voir à peu près, là je peux pas trop avancer, mais voilà, au fond là-bas, voilà, vous avez juste une phase, la phase et le neutre, qui sont reliés, les deux fils rouges et bleus, qui sont là, alors ils sont un peu tous mélangés, ouais, je vais peut-être faire un peu de ménage, vous y voyez clair, parce que là il y a vraiment trop de choses. Voilà. Bon, je vais faire un peu de ménage, et je rééclaire tout de suite après. Voilà, j'ai fait un peu de ménage, donc là c'est très simple, là, il y a les deux fils qui arrivent là, et puis ensuite ils vont dans tous ces fils là qui sont en série. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter un petit détour pour aller dans l'ampèremètre qui est ici, comme ça je pourrais surveiller le courant qui passe dans ce moteur. Donc je passe par là, je ressors par là, et je vais ici. Et donc ces deux électroaimants là vont être alimentés par du courant monophasé, sinusoïdal monophasé, donc du courant alternatif. Et donc qu'est-ce que ça va faire ça? Voilà, on se met là. Alors le système là, au lieu d'être alimenté, comment dire, si on met du courant continu, ben, par exemple si c'est le pôle nord là et le pôle sud là, ça va faire un champ magnétique qui est dirigé vers le bas. Mais comme le courant alternatif, eh bien quand le courant va changer de sens, ça va être l'inverse. Le champ magnétique va aller il y aura le pôle nord en bas, il y aura donc de bas en haut. Et donc le champ magnétique va changer de sens au rythme des sinusoïdes du secteur, c'est-à-dire 50 fois par seconde, il fera un cycle. Voilà, donc il va changer de sens 100 fois par seconde en fait. Hein. Voilà, puisqu'il fait 50 cycles complets. Voilà, on va mettre ça sous tension, je vais vous mettre l'ampèremètre, comme ça vous pouvez surveiller le courant avec moi. Là, c'est gros reflet, voilà. Et je mets sous tension. Voilà. Et là, en fait, alors je vais monter le courant, on va le monter à 2 ampères. À peu près, qui est le courant maxi, ouais, acceptable par une bobine. Et là, bah, le moteur démarre pas. Voilà. Et bien c'est normal parce qu'en fait il n'est pas soumis à un champ tournant ce moteur. En fait si on regarde bien il est soumis à un champ qui monte et qui descend. Voilà. Et ben ça fait qu'il démarre pas. Maintenant je vais vous montrer comment ça se comporte ce type de moteur de base. Et bien si je le lance comme ça, voilà, et ben on pourrait croire qu'il va s'arrêter. Ben non, regardez là, il prend de la vitesse. Voilà, et il va de plus en plus vite. Et en fait, finalement il se met à tourner. C'est juste qu'il n'arrive pas à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, et ben il prend de la vitesse, Voilà, alors il va se stabiliser, je crois vers 1400 tours minute. Il va pas aller. Voilà, normalement si c'était un bon moteur asynchrone, il se rapprocherait des 3000 tours minute. Bon, celui-là, il le fait pas trop. Il faut peut-être que je monte un peu le courant. Voilà, on va pas trop monter parce qu'on va griller les bobines. Voilà. Okay. Tiens, mais c'est marrant, j'ai lancé ce moteur et il est parti. Alors, mais si j'avais lancé dans l'autre sens, qu'est-ce qui serait passé? Alors, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà, je le remets au milieu. Voilà, je vois qu'il démarre pas. Et maintenant, au lieu de lancer dans ce sens-là, je lance dans l'autre sens. Voilà, et là, il prend de la vitesse, comme tout à l'heure. En fait, ce moteur, il démarre dans le sens où on le lance. Voilà à peu près ce qu'il fait. Bon, alors c'est parce qu'en fait, le rotor n'est pas soumis à un champ tournant, mais avec un champ qui monte et qui descend.
Et quand le rotor est soumis à un champ qui monte et qui descend comme ça, eh bien, on peut démontrer mathématiquement qu'un champ qui monte et qui descend, c'est la somme de deux champs tournants dans des sens opposés. Et donc, ce rotor, quand il voit ça, eh bien, comme il réagit de manière linéaire, eh bien, il a l'impression qu'il est soumis à deux champs contradictoires, deux ordres contradictoires, et il sait pas lequel choisir. Il y a, voilà. Donc, voilà, et en gros, les deux, on va dire aussi, les deux champs tournants exercent des couples opposés, c'est-à-dire il y en a un qui tend à faire tourner dans un sens et l'autre qui tend à faire tourner dans l'autre sens. Donc, et les deux couples s'annulent, et donc le moteur ne démarre pas. Par contre, dès que moi je lance à la main, eh bien, il y a un des couples, un des champs tournants qui prend le dessus sur l'autre, et ça permet au moteur de démarrer. Voilà. Alors, on en trouve aussi de ces moteurs asynchrones, seulement là, ils démarrent pas. Et donc, dans ces moteurs asynchrones, eh bien, il y a des petites choses qui sont rajoutées à l'intérieur qui leur permettent de démarrer. Alors, voilà. Alors souvent, ce qu'on met, on met des enroulements auxiliaires. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux bobines comme ça, on en met aussi deux comme ça. Mais au lieu de les alimenter avec le réseau monophasé, on les directement, on les alimente par le réseau monophasé, mais à travers un condensateur. Le fait de les alimenter à travers le condensateur permet de déphaser le courant qu'il y a dans ces bobines-là par rapport à celle-ci, et ça permet de faire en sorte que finalement on crée un champ tournant. Voilà, donc ça donne des moteurs qui n'ont pas des gros couples de démarrage, mais qui démarrent quand même quand on fait ça. Voilà. Puis il y a une autre technique qui s'appelle les spires de Frégère, et ça, je vous montrerai parce que j'ai un petit moteur chez moi qui fonctionne comme ça. Je peux même vous montrer tout de suite parce que je vois qu'il y en a un pas très loin. Je vais vous montrer ça. Je vous montrerai chez moi. Voilà, ici, là, en bas, regardez ce que j'ai posé sur la table. Alors ça, c'est un moteur synchrone, asynchrone, monophasé, d'accord, mais sans le rotor. Le rotor a été enlevé. Et en fait, au lieu d'avoir deux bobines, une en haut, une en bas, il n'y en a qu'une seule ici, puis on fait faire un tour au flux du champ magnétique, à travers ce circuit magnétique, donc un coup par en haut. Quand le courant est dans un sens, ça tourne, le flux tourne dans un sens, et quand le courant dans la bobine va dans l'autre sens, par exemple, quand le courant tourne comme ça dans la bobine, ça pousse le flux comme ça, et quand le courant va dans l'autre sens, dans la bobine, ça pousse le flux dans l'autre sens. Donc le flux, il fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, et donc je sais pas, j'espère que vous allez voir, donc sur ce moteur, je vais approcher, non, il peut pas bien zoomer, ouais. Voilà. Ici, il y a ce qu'on appelle des spires de Frégère, c'est des spires en cuivre, là, voilà, qui sont conductrices. Et bien, comme il y a du champ magnétique variable dans le circuit magnétique, ça va induire des courants dans ces spires dites de Frégère. Et le courant que ça induit, ce courant va être déphasé par rapport au sinusoïde du champ magnétique. Et comme il va être déphasé, eh bien, ça va faire que le champ magnétique qui est ici, il sera pas vraiment tournant, mais je vous l'ai dit, hein, ça va être un champ globalement qui monte et qui descend, mais qui va être la somme de deux champs tournants, mais il y a un champ tournant qui sera quand même plus gros que l'autre. En gros, le champ magnétique ici, il va tourner en patatoïde. Voilà. Et au lieu de faire tourner bien en rond comme ça, il va tourner en ellipse. Voilà. Et ça suffit à faire que le moteur démarre. Voilà. Donc ça c'était le moteur d'une pompe d'évacuation de machine à laver. Voilà, je vous en montrerai un, mais j'en ai un à la maison, je vous le montrerai. J'irai le chercher, puis je vous le filmerai 30 secondes pour que vous voyez comment il fait. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ces moteurs asynchrones monophasés, donc c'est assez répandu. Voilà, je sais bien vous montrer les spires de Frégère là, que vous voyez en bas. Donc il y en a ici et il y en a ici. Elles sont diamétralement opposées. Voilà. Ok. Ça clôt la première partie que je voulais faire sur CTP sur les moteurs.